Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien. Nous sommes avec Son Excellence Ange-Maxime Kazagui, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement centrafricain. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir dans votre cabinet. C'est un plaisir. Monsieur le ministre, depuis notre dernier entretien, beaucoup de questions se posent, du moins de notre côté. Qu'est-ce qui a changé en République centrafricaine? La dernière fois, on préparait les élections de décembre 2020. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Où en est le pays? Merci. Alors, si je devais vous faire un résumé exécutif, pour vous faire connaître comment va mon pays aujourd'hui, puisque c'est votre question, je vous dirais qu'il y a eu un parcours erratique dans une très courte période. En effet, sur la base de la vision du président de la République, qui aspire à asseoir la démocratie, à la pérenniser, eh bien, il fallait qu'on aille vers des élections. Des élections qui fassent comprendre aux Centrafricaines et aux Centrafricains qu'effectivement, leur pays est assis dans cette démocratie et que cette démocratie, parce qu'elle n'est pas la finalité en elle-même, eh bien, doit leur permettre d'aller vers un bien-être. La vision du président de la République étant un bien-être social pour sa population, une sécurité intérieure et extérieure du pays, un développement multiforme, un multilatéralisme dans une indépendance, n'est-ce pas, politique, diplomatique. Malheureusement, vous l'avez vu, les affres du passé nous ont rattrapés, parce que certains ont pensé qu'ils détenaient, comme on le dit trivialement, le titre foncier de ce pays, et que, n'ayant pu accéder à concourir, eh bien, il fallait casser la maison Centrafrique. Ça a été difficile, je dois vous le dire. N'eût été la clairvoyance du président de la République qui avait pris des dispositions très très rapidement, parce qu'il avait vu venir le coup, eh bien, je pense que je ne serais peut-être pas là à vous parler, Bachir. Eh bien, avec nos différents alliés bilatéraux, l'engagement du gouvernement et de tous les Centrafricains, il faut le dire, qui se sont levés, on l'a vu, comme un seul homme, derrière leur gouvernement, derrière le président de la République, derrière leurs institutions, nous avons réussi à repousser, n'est-ce pas, ces assauts, parce qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État, d'une volonté de renverser les institutions de l'État. Malgré tout, cela ne s'est pas fait sans dégâts. Des Centrafricaines et des Centrafricains, jeunes et moins jeunes, enfants et vieillards, ont perdu la vie. Il faut le rappeler de temps en temps. Ont perdu la vie pendant cette tentative de la fameuse CPC et de ses alliés, parce qu'ils avaient des alliés. Immédiatement, parce que le pays doit se relever, le président de la République a organisé les choses de manière à ce que nous, le gouvernement, nos alliés, nous poussions le bouchon pour aller vraiment vers une restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Nous avons donc profité de cet avantage de terrain que nous avions pour pousser le plus loin possible les ennemis de la nation. Et c'est ainsi que, jour après jour, nous prenons ville après ville et que nous réinstallons les préfets, les écoles, les familles vont à nouveau, les enfants vont à l'école, etc., etc. C'est-à-dire que la vie renaît. Il faut que je dise ceci, peut-être avant que vous me posiez une autre question, Bachir. Il faut rappeler que ça fait 20 ans que ça n'a pas eu lieu. Il y a des villes où nous sommes allés et où les gens vous disent que ça fait 7 ans qu'ils ne sont pas allés dans leur maison qui est à peine à 5 kilomètres. Vous voyez donc d'où nous sortons. Nous sortons de très loin. Que des chemins parcourus, en tout cas. Que de chemins parcourus en si peu de temps. Mais peut-être était-ce la volonté de Dieu que par cette adversité provoquée, cette adversité politique et militaire provoquée, eh bien, à travers la volonté du président, les Centrafricains, eh bien, ont repris leur destin en main grâce à la détermination du gouvernement derrière le chef de l'État et grâce à l'appui
de nos alliés bilatéraux. Il faut les citer, russes et rwandais. Très important, en tout cas, la précision. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la CPC relève du passé? Vous savez, il faut faire attention. Je suis de ceux qui prônent l'extrême vigilance. Il faut que nous restions concentrés et que nous en terminions. Ce n'est pas pour rien que le président de la République, dans un de ses discours mémorables, s'est donné 1 an pour éradiquer les groupes armés sur toute l'étendue du territoire. Nous voyons des résurgences, pas plus tard qu'il y a quelques heures ou quelques jours. Il y a des résurgences. Donc nous, des petites poches, mais nous devons rester concentrés et travailler. Et puis, chacun le sait, il faut aussi travailler à couper les influences qui viennent de l'extérieur, vers ou pour ces adversités-là. Donc, nous sommes totalement optimistes dans l'action et nous disons que aujourd'hui, nous voyons à nouveau le sourire sur les visages des Centrafricains et nous regardons leurs yeux. Ils ont de l'espoir, mais ils ont un espoir un peu inquiet encore. Ils se posent la question, est-ce que cela va durer? En tout cas, nous y travaillons. Une inquiétude justifiée de toutes les façons. Justifiée, mais nous y travaillons et nous y travaillons très sérieusement. Mais je dis, vigilance. Est-ce que les mesures prises par le gouvernement centrafricain, bien qu'elles soient salutaires, ne contribueraient pas aussi à cette méfiance de la population? Je prends juste un exemple. Et le pays est toujours... il y a le couvre-feu, c'est ça? Ouais. Est-ce que ces mesures ne contribuent pas aussi à créer un tout petit peu de la méfiance, voire la frustration au niveau des populations? La frustration, peut-être. Tout simplement parce que les populations ont besoin de s'exprimer, les jeunes de sortir un peu plus, ou comme avant, etc. La frustration, peut-être. Mais en réalité, quand vous parlez avec les Centrafricains et les Centrafricains, ils comprennent tout à fait qu'ils sont l'objectif principal de ces mesures. Leur sécurité est l'objectif principal de ces mesures. Leur tranquillité est l'objectif principal de ces mesures. Et in fine, ils les acceptent parce que il faut aller jusqu'au bout des choses. Écoutez, nous sortons de 35 ans. C'est vrai de malgouvernance, mais de troubles politico-militaires. Ça ne se règle pas en 5 ou 6 mois. Et donc, je pense que les Centrafricaines et les Centrafricains et les amis de la RCA qui sont ici avec nous souhaitent qu'on mette ça derrière nous définitivement et sont prêts à payer ce prix. Pas pour longtemps encore, mais il faut que ça se fasse. Nous restons sur le volet sécuritaire puisque c'est, disons, le plus important en ce moment. Il y a quelques jours, ou quelques semaines tout au plus, les éléments de force de sécurité ont mis la main sur un expatrié de type occidental en possession d'un important arsenal militaire. Alors, cette affaire a quand même fait couler beaucoup d'encre et de salive. Où en est-on aujourd'hui? Je vais vous donner la réponse que j'ai faite à plusieurs journalistes qui m'ont interrogé après coup. D'ailleurs, parce que vous aurez certainement noté que j'étais présent, n'est-ce pas, à l'Office de répression du banditisme avec ma collègue, la ministre de la Défense, à défaut du ministre de la Sécurité qui était hors du pays pour un certain nombre de raisons. J'y étais. Voyez-vous, ce qui s'est passé est significatif de cette attention maintenue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que les tentatives qui se sont opposées à nous ont des ramifications. Et nous n'en avons pas encore tiré toutes les ficelles. Et donc nous restons vigilants, et c'est dans le cadre de cette vigilance que cet individu a été interpellé. Maintenant, la question est soumise à la justice. Dès lors, je ne veux pas le commenter. Tout à fait. Ça peut se comprendre de toutes les façons. Et est-ce qu'au niveau des investigations, on sait si le monsieur en question, monsieur Quignolo, pour ne pas le citer, est-ce qu'il y aurait d'autres complices ici à Bangui ou dans d'autres contrées? La justice nous le dira. Et je pense que ça ne va pas tarder. Et quel serait le sort qui lui sera réservé en cas de
culpabilité prouvée? Mais le droit, la justice doit s'appliquer, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas de pression venant de l'extérieur, notamment de son pays d'origine, la France, puisqu'il est français ce monsieur? Est-ce qu'il n'y aurait pas de pression sur le gouvernement centrafricain afin d'alléger les choses pour ce monsieur? À l'insistance de certains journalistes sur cette question, oui, j'ai dû leur dire, et ça me permet en fait de commenter ma réponse, j'ai dû leur dire un jour que le gouvernement ne va pas commenter les arrestations de tous les repris de justice et de tous les bandits, quelle que soit leur nationalité, fût-il donc français ou belge ou britannique. Nous n'allons pas commenter. Si un bandit est arrêté, il est arrêté. Cela pour vous dire que nous n'avons pas à subir de pression. Il fut un temps où il y a eu ces habitudes-là. Parce qu'une personne était de telle ou telle nationalité, alors il fallait mettre de la pression parce que ce temps est révolu. Vous aurez certainement noté avec d'autres que rien ne sera plus comme avant dans notre pays. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette question. Et je referme également ce chapitre sur ces mots. Excellence, nous restons toujours sur l'actualité. Vos partenaires russes, dans un récent rapport des experts indépendants, je mets ça aussi entre guillemets, des Nations Unies, étaient accusés de graves violations des droits humains. Cela a été relayé par certains médias occidentaux. Et à ce jour, où en est cette affaire? Vous annonciez que le gouvernement allait faire d'autres enquêtes. Où en est-on? J'ai été tenté de dire à un certain moment que, pour moi, le gouvernement, à travers moi bien sûr, cette enquête était un non-événement. Bien entendu, c'était une vue de l'esprit dans le sens de dire que cette enquête et l'approche de cette enquête ne répondait à aucune, comment dire cela, à aucune procédure habituelle. Comment se fait-il qu'il y ait une enquête dans un pays, sur des alliés, que les autorités n'en soient pas informées, qu'il y ait un rapport, que celui-ci ne soit pas remis au gouvernement pour donner son avis, et qu'incidemment, ce rapport se retrouve dans les mains ou sous les yeux de journalistes, par exemple, tels que vous le savez. Donc, le président de la République et toute l'équipe qui était autour de lui à réfléchir à cette question, nous avons donné notre avis pour dire que cela ne répondait vraiment à aucune des procédures d'usage. Mais nous avons compris aussi qu'il s'agissait d'actions concertées contre notre pays. Comment comprendre qu'à la fois il y ait cette enquête d'experts dits indépendants, vous l'avez souligné vous-même, qu'en même temps des éléments de cette enquête soient apparus dans les mains de certains médias, RFI entre autres médias, et tout ceci dans la même période de temps. Pour moi, et je l'ai dit, c'était une action concertée contre notre pays avec un objectif clair. Nous attacher les mains dans le dos et empêcher nous-mêmes, avec nos alliés, d'aller jusqu'au bout du travail de sécurisation de notre pays que nous sommes en train de faire. Alors oui, pour être plus sérieux que cela, nous avons dit qu'une commission d'enquête allait être mise en place. Elle l'a été. Elle a été officiellement. C'est une commission spéciale d'enquête avec des magistrats, avec des OPJ, des officiers de police judiciaire, avec un certain nombre de personnes habilitées à mener ces enquêtes, et l'enquête suit son cours. Maintenant, nous ne ferons pas les choses à la légère, comme les autres. Nous allons étudier, en tout cas ceux qui sont en charge, j'imagine, vont étudier les allégations, la méthode d'enquête, les objectifs de cette enquête, les témoins qui ont été
n'est-ce pas, la viabilité des témoins, etc., etc., et puis procéder eux-mêmes à des recoupements. Je suppose que cela nécessite certainement le temps de la justice pour nous apporter des réponses. Et quand nous aurons ces réponses, eh bien, nous aviserons. Mais je pense que là aussi, la justice de notre pays fera en sorte que si ce sont des allégations, ceux qui sont derrière ces allégations-là en payent le prix. Très bien. Nous attendrons également le fruit de ces enquêtes. Monsieur le ministre, avant de sortir de cet entretien, comment vous appréciez l'action de la presse internationale vis-à-vis du processus de développement ici en RCA? Je dois vous dire qu'il y a à peine quelques jours, j'ai réuni ici dans mon cabinet, là où vous êtes assis, certaines presses internationales pour leur faire part de ma préoccupation. Quand je dis la mienne, c'est nécessairement celle du gouvernement et des autorités centrafricaines quant au traitement de l'information sur la République centrafricaine. En partant du point de vue que nous sommes un pays fragile. Un pays dans lequel un mot peut construire et un mot peut détruire. Et très vite, et très rapidement. Détruire, ça veut dire apporter la mort, apporter la déconstruction des actions de développement, etc., etc. Et que pour nous, il n'était plus acceptable que des presses que nous traitons toujours très bien, que nous accompagnons, que nous protégeons, d'une manière générale, passent leur temps, non pas seulement à voir le verre à moitié vide, on peut comprendre ça, mais à nous dépeindre des couleurs les plus sombres. Cela n'était pas acceptable. Et que je les appelais à plus d'objectivité et à plus d'équidistance dans le traitement de l'information. Au-delà de cela, nous avons vu des presses totalement objectives, des médias engagés, soutenir notre pays, son action de développement, et nous en sommes satisfaits. Et votre média, Afrique Média, en fait partie, avec d'autres médias, africains et non africains d'ailleurs. C'est ce qui nous donne des raisons de reconnaître que la presse, dans sa majorité, quand elle n'est pas orientée pour des questions politiques, eh bien, elle fait bien son travail. Monsieur le ministre, un dernier mot pour vos concitoyens. Ils sont très nombreux et ils suivent d'ailleurs Afrique Média 24 heures sur 24. Non, je voudrais dire au nom du président de la République et du gouvernement, dont je suis le porte-parole, que les Centrafricaines et les Centrafricains, mais aussi nos amis africains et nos amis du monde qui soutiennent notre pays, la République centrafricaine, que nous voulons les rassurer, que nous travaillons à ne pas les décevoir. Nous travaillons à... Le rôle d'un État, d'un gouvernement, c'est de protéger ces populations, de sauver des vies, le cas échéant, et aussi d'amener ces populations vers le bien-être. Nous travaillons, nous avons travaillé dur à protéger ces populations lors des différentes tentatives. Nous avons travaillé dur à sauver des vies. Nous continuons de le faire. Et le président de la République veut créer un environnement et un contexte qui permettent aux Centrafricaines et aux Centrafricains d'aller vers le désir de leur cœur le plus cher. Simplement la sécurité, la stabilité, la paix, le minimum quotidien. Et vous avez vu la détermination du président, du gouvernement centrafricain et du peuple. Rappelez-vous. Et c'est à ce peuple que je parle, à votre demande. Ils se sont levés comme un seul homme, malgré des bruits de tir, pour aller voter. Imaginez une telle détermination. Et celle-là, en retour, vient soutenir la conviction du gouvernement. Pour nos amis africains et autres, je veux simplement dire que, sachez-le, la République centrafricaine
est en train de passer du stade de pays paria, un paria, au stade d'un grand participant, à la libération de l'Afrique. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi donc, c'est ici que nous mettons un terme à cet entretien avec Ange Maxime Kazagui, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement centrafricain. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les antennes d'Afrique Média, la télévision panafricaine. Afrique Média, le monde, c'est nous.